Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et Osvalet. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir Yang Torres. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Hey, bienvenue dans le ring immobilier saison 3, une autre émission avec notre invité Yang Torres. Salut Yang. Salut. Ça va bien? Oui, merci pour l'invitation. Good, bienvenue dans nos studios. Mon co-animateur François McKay. Oui, Jean-Seb, tu vas bien? Ça va super bien, merci de me le demander. Prendre soin de moi comme ça. Toujours. Fais attention à toi. Yang, bienvenue aussi. Merci. Très content de te revoir après plusieurs années. Ben oui. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans mon sous-sol, il dormait. Non, mais ça part bien. C'est bien parce que vous vous connaissiez les deux. Oui. Moi, c'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer Yang. Fait qu'on va avoir de part et d'autre des bonnes questions pour l'amener Tout à fait. dans des sentiers où peut-être tu n'as jamais été. Oh, on va voir ça. On verra. Yang, on part fort, marketing. On dit que tu es pas mal un champion de ça. Parle-nous donc de ça. Oui, en fait, marketing immobilier, moi, j'ai commencé, c'est drôle parce que quand on est arrivé ici, je parlais avec le propriétaire du studio, tu sais, puis j'aimais ça regarder le gear, etc. On a comme geek out un peu ensemble. Moi, j'ai toujours aimé l'image, je faisais de la photo quand j'étais au cégep. Ça s'est converti en une business de marketing que j'ai parti quand j'avais comme 22 ans, 23 ans. Je l'ai revendu en 2019. Puis là, je me suis lancé à plein temps à faire du marketing immobilier puis maintenant du courtage. Fait que ouais, j'ai exploré un paquet d'affaires. Là, oui, je fais de l'immobilier maintenant, mais pendant que j'ai eu l'agence, là, j'ai fait autant des compagnies de pavés que genre un salon mortuaire pour animaux. Là, j'ai touché un paquet d'affaires. Fait que j'ai compris un peu comment que les business fonctionnaient. Qu'est-ce qui fonctionne pas. La ligne directrice dans tout ça. Est-ce que c'est... parce que moi, quand je t'ai connu, c'était avec Jeff Tremblay, dans le fond. Ouais. Je pense, puis Guy Baillargeon. Ouais. Tu faisais du marketing pour eux. Je suis pas trop sûr ce que tu faisais, mais je pense que tu faisais-tu leurs événements? En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand ça a commencé un petit peu plus creux que ça, c'est que moi, j'avais une amie qui s'appelle Caroline, puis on se connaissait parce qu'on avait déjà travaillé ensemble ailleurs. Puis à un moment donné, elle a commencé à faire le marketing des mordus d'immobilier. Puis moi, je connaissais déjà JF parce que j'avais fait un cours avec lui sur le flip. Puis là, Caro m'a référé Jocelyn pour faire son marketing. Puis là, par la suite, JF a comme confirmé que j'avais une tête aux épaules. Fait que là, j'ai fait le marketing des mordus. Puis là, à travers ça, j'ai rencontré un paquet de monde. J'ai fait le marketing à JF aussi. Je l'ai aidé dans ses événements, un peu comme la monétisation de Flip Academy. Puis la même affaire avec le magazine, là, monétiser le magazine des mordus. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai mis le pied là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé ça, ouais. Donc, on pourrait dire, encore une fois, relationship is everything. Ouais, des relations qui t'amènent... Des relations de qualité. Ouais. Ouais. Ton réseautage, ton réseau, dans le fond, qui t'a permis d'aller là. Parce que c'est ça, quand je t'ai connu, c'était plus ça. Mais je voyais que tu faisais d'autres affaires aussi, mais c'était pas strictement l'immobilier. Puis surtout, peut-être pas nécessairement les courtiers immobiliers là, à ce moment-là. Ouais, en fait, c'est parce que quand j'ai vendu la business de marketing, j'avais un non-compete avec. Tu sais, veux pas, tu peux pas vendre ton agence. Puis après ça, aller t'ouvrir un autre agence au bord de la rue. Fait que j'avais comme un secteur que je devais décider c'était quoi. Puis une des affaires qui me démarque un peu des autres en immobilier, c'est que en immobilier, en marketing, c'est que je suis capable de déterminer c'est quoi le coût d'acquisition d'un client. Fait que, mettons, une business esthétique, combien ça coûte de faire venir quelqu'un qui va se faire épiler les aisselles, mettons. Tu sais, fait que là, puis l'immobilier, c'était un des endroits où j'avais un meilleur retour sur l'investissement. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis là, j'ai commencé à faire des courtiers. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que... T'aimais ça? Puis j'aimais ça, mais je me suis rendu compte que c'était plus... j'avais une vision... Au début, c'est juste parce que j'aimais pas l'image du courtier immobilier. Fait que je me voyais pas me donner cette image-là moi-même. Qu'est-ce que t'aimais pas? Tu sais, l'image un peu que le public a des courtiers immobiliers, là, si tu veux. Là, c'est quoi? Un gars en saut, un petit peu trop souriant, qui est un peu vendeur de char, ça collait pas à moi. Pour moi, l'image... Pour moi, c'est plus important d'être un entrepreneur qu'un courtier immobilier. Fait que moi, je pense que j'étais un entrepreneur dans le courtage immobilier. Puis ça,
pour moi, c'est super, super important. OK. Puis je te pose la question. Je t'ai entendu dire que, puis reprends-moi si je me trompe, mais dans un podcast, tu semblais dire que les courtiers ne sont pas nécessairement des entrepreneurs pour toi. Oui. C'est pas que c'est pas des entrepreneurs, c'est que c'est pas parce que automatiquement t'es courtier que t'es un entrepreneur. Dans le fond, souvent, c'est que tu t'as acheté une job, t'es devenu un comment je pourrais dire ça, un travailleur autonome. Puis là, le switch entre un entrepreneur puis un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui a des systèmes en place. Fait que t'as pas besoin d'avoir... moi, je crois vraiment beaucoup au modèle d'équipe, puis c'est ce que je veux développer dans le futur, mais je pense pas que nécessairement parce que... ouais, c'est ça, juste parce que t'es courtier, genre du jour au lendemain, t'es un entrepreneur. Là, la meilleure façon de faire la différence entre les deux, c'est que les travailleurs autonomes vont beaucoup focuser sur les tâches qu'ils ont fait, puis sur le temps qu'ils ont passé à faire quelque chose. Fait qu'ils vont dire « Ah, j'ai passé la journée au bureau aujourd'hui » ou on va faire des stories genre à 11h là, dans leur char, encore en train de faire une promesse d'achat. Puis ça, c'est des tâches. Realtor life. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça, c'est de focuser sur des tâches, tandis que les entrepreneurs, ils vont focuser sur les systèmes. Ils vont dire « Ah, ben regarde, moi, mon adjoint, il a fait ça. Moi, quand je pogne un listing, il y a telle étape qui doivent être faites. » Puis dans le fond, c'est pour ça que je crois beaucoup au modèle d'affaires d'équipe, là, parce que justement, ça te permet de standardiser une tâche, puis d'avoir comme de réduire grandement les coûts par courtier, puis tout le monde en profite, autant les courtiers que le chef d'équipe ou peu importe. Fait que c'est pour ça que je pense que tu n'es pas nécessairement un entrepreneur parce que tu deviens courtier, mais le but, c'est de l'être. Non, je trouve ça super intéressant comme remarque parce que effectivement, tu sais, quelqu'un qui vend des autos, il s'en va vendre des automobiles, pas nécessairement un entrepreneur. Quelqu'un qui va vendre des maisons, souvent, on va supposer que c'est un entrepreneur, mais c'est pas nécessairement un entrepreneur, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui veut vendre des maisons, puis moi... Dans le fond, tu travailles à commission. C'est ça. Dans le modèle d'équipe, on développe ça, on développe l'entrepreneurship parce que on a des systèmes qu'on met de l'avant, justement, mais plein de gens que je rencontre qui viennent dans mon modèle d'équipe ou qui veulent en faire partie ou qui veulent en créer un. Mais non, ceux qui veulent venir, bien souvent, c'est ça qu'ils vont me dire. Moi, faire toute la prospection, le marketing, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est parler avec des gens, vendre des maisons, puis c'est correct aussi. Mais moi, je vous relancerai les deux. Là. Ouais. Je ne suis pas tellement d'accord. Est-ce que tous les courtiers qui rentrent dans le milieu, ils ont la fibre entrepreneuriale? Non. Est-ce que c'est tous des gens qui vont percer? Non. Mais moi, je pense que pour aujourd'hui, avec les véhicules qu'on a, surtout de marketing, de compétition et tout ça, si tu n'as pas le moindrement la fibre entrepreneuriale, je pense pas que tu survis. Je pense pas. Ça dépend, parce que t'en as plein, mettons, qui n'ont pas nécessairement... C'est pas tout le monde qui veut rentrer dans l'immobilier pour devenir millionnaire, puis, fait que ça se peut que, mettons, il y ait quelqu'un qui veut lui, il avait une job, il était tanné de travailler de 9 à 5, etc., puis il s'est dit, je vais devenir courtier immobilier, je vais faire ça à temps plein, puis là, je vais m'occuper un petit peu de mon marketing, etc. Puis là, il s'aperçoit qu'il ne travaille plus de 9 à 5, il travaille de 9 à 9. De 9 à 9, puis les fins de semaine. Oui, jusqu'à temps qu'il ait mis suffisamment de systèmes en place pour que, tu sais, souvent, les courtiers sont de même avec, tu sais, sont up and down avec leur prospection. Ils en font quand ils sortent de chez le notaire puis qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas le prochain notaire vient de où, tu sais. Fait que, mais c'est pas parce que tu veux pas... C'est sûr qu'il y a des gens qui ont... Mais tu l'as dit, Yann, il faut mettre un système en place aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc, pour mettre un système en place, pour moi, il faut avoir une base d'entrepreneurs puis de fonctionner dans ce milieu-là. Tu l'as dit tantôt, mon but, c'est de bâtir une équipe. Pourquoi? Ouais. Parce que quand tu rencontres un client aujourd'hui versus une équipe qui arrive mis en place avec une structure, est-ce que tu survis à l'immobilier? Je te pose la question. Ben moi, c'est sûr que c'est vraiment cool parce que je me spécialise principalement dans le neuf. Puis dans le fond, moi, peu importe l'équipe qui arrive, le modèle d'affaires que je vais offrir à mes constructeurs de neuf, moi, je target le monde qui font comme entre, je sais pas moi, 8 et 20 constructions par année. Fait que, tu sais, j'ai pas encore les reins assez solides pour aller chercher, mettons, un Brocolini, mais, mettons, je me suis fait confier des projets de, mettons, 15 maisons d'une shot. Tu sais, fait que ça, moi, ça m'aide beaucoup. Mais c'est parce que, puis je vais t'expliquer un peu de la façon que moi, je le vois. C'est que quand tu arrives en rendez-vous d'inscription, tu as les choses que tu peux prouver avant la vente puis les choses que tu peux prouver après la vente. Fait que c'est sûr que si toi, tu arrives et tu dis « ben moi, je suis beau, moi, je suis fin, moi, je suis, tu sais, votre propriété, ça me tient vraiment à cœur, blablabla. » Ça, c'est toutes des affaires qui se prouvent juste après la vente. La seule façon que je peux savoir si tu es compétent ou pas, c'est en faisant affaire avec toi. T'sais? Fait que là, comme, c'est un peu comme, il y a personne qui dit qu'ils sont pas bons au lit, là. T'sais? Fait comme, il est juste une fois que ça s'est passé que tu peux vraiment déterminer. Tandis que le modèle d'équipe, lui,
quand tu arrives, tu rencontres un client, mais lui, c'est quoi qu'il va dire? Il va dire, on a vendu tant de maisons, on est tant de courtiers, on a tant de personnes au marketing, on dépense tant de milliers de dollars par année en publicité. Ça, c'est tous des trucs qui se prouvent avant la vente. Tu comprends? Fait que là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si tu arrives en compétition avec des équipes, moi, même si je suis un gars tout seul, je peux arriver et dire, regarde, j'ai fait tel podcast, j'ai passé dans tel magazine, voici comme, va regarder mes reviews sur Google. Des reviews sur Google, ça se prouve avant, c'est pas genre, je donne du bon service, c'est voici les reviews sont là. Fait que je pense qu'un courtier, même tout seul, peut quand même compétitionner avec une équipe en sachant sur quel point se démarquer, mais ça reste que, ouais, c'est ça, c'est... Tu parlais tantôt, ouais, si t'es pas entrepreneurial, ben si t'es pas entrepreneur, si t'as pas la fibre entrepreneur, apprends-les, forme-toi, fais-toi coacher. T'as pas un CRM, ben comment tu vas organiser un entrepreneur va penser tout seul à aller à mais en fait, je veux juste faire spécifier que pour moi, le courtier qui est seul, j'enlève rien, au contraire, il y a tout mon mérite, puis encore plus aujourd'hui. Puis même que dans ma vision, il y a vraiment des excellents courtiers qui sont tout seuls, mais en quelque part, ils ne sont pas tout seuls, parce que même s'ils sont seuls, ils ont des contacts des inspecteurs en bâtiment, ils ont des notaires, ils peuvent avoir des coachs, ils peuvent avoir le directeur de leur agence. Moi, j'ai souvent dit que c'est soit que tu te pars une équipe, ou c'est soit que tu fais partie d'une équipe. Alors, je pense que c'est la meilleure des choses. Puis si tu es seul, ben, il va falloir que tu te formes pareil ton équipe pour avancer, parce que tu peux pas... tu collabores avec un paquet de monde. Là. C'est ça, ouais. Tu collabores avec un paquet de monde, il faut que à un moment donné, tu sois capable de mettre la colle ensemble, puis coller ces morceaux-là, puis d'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, ben, c'est soit que tu vas te dire, OK, je les engage à plus long terme, ou je suis sous contrat tout le temps, ce qui est des fois un petit peu plus difficile. Ouais. Yang, t'as encore une agence de marketing? Non. Tu as débarqué complètement? Oui, moi, j'ai vendu 100% de mes parts en 2019 de cette agence-là. J'ai eu une incorporation séparée pour prendre des contrats de... Mettons, je coach certaines personnes. Mettons, j'ai un prêteur privé, un gros prêteur privé qui on fait son marketing. C'est cool parce que ça me donne la chance de m'asseoir à la table avec des gens super, qui sont extraordinaires, qui ont une excellente réputation, etc. Puis c'est ça garde mon réseau de contacts actif. Puis financièrement, c'est le fun aussi parce que ça vient réduire le coût de mon coût d'opération. Là, quelqu'un qui vient de commencer dans l'immobilier puis qui a besoin d'une adjointe, ben, il faut qu'il fronte l'argent. Ou moi, j'ai la chance que mes clients de marketing paient la majorité de mes frais d'opération. Fait que moi, dans le fond, l'immobilier, c'est un surplus, là, si tu veux. Là. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de faire le saut puis de complètement passer de là à courtier immobilier? Parce que j'ai fait une campagne pour un courtier à un moment donné qui a fait vraiment beaucoup de sous en pas beaucoup de temps. Puis je vais le raconter, je pense que c'est la première fois que je le raconte publiquement, là, mais dans le fond, il était parti en voyage, puis il n'avait pas mis sa carte de crédit sur son compte Facebook, fait que pour pas le déranger, j'avais mis la mienne. Puis finalement, il a comme arrêté de répondre au téléphone, il m'a comme jamais payé. Okay. Et c'était pas un gros montant. Puis j'avais vu combien que la transaction, comme les leads que j'avais sortis, les transactions, ça avait généré. Puis j'avais non seulement comme pas reçu le chèque, mais j'avais même moi-même payé les pubs. Je me disais, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, je peux le faire. On peut le saluer si tu veux. Alors, on salue. Mais c'est ça. Fait que là, après ça, ben je me suis dit, Colin, je pourrais faire de quoi de différent. Puis ça m'a resté dans la tête, ça m'a trotté dans la tête. Puis à un moment donné, ben, la COVID a fait en sorte que j'avais un peu plus de temps. J'étais comme enfermé chez nous. Puis je me suis dit, je vais faire le cours. Puis on verra. Puis là, j'ai rencontré... je faisais un webinaire à un moment donné pour les courtiers pendant que... c'est comme dans la première COVID, tu peux même pas faire de visite. Là, c'était vraiment barré. Puis j'avais fait un webinaire. Puis à la fin, il restait peut-être comme... Je sais pas. À la fin, moi, je reste dans le Zoom. Puis je dis à tout le monde, c'est fini, mais je vais rester si tu as des questions. Puis il restait pas grand monde. Il restait peut-être 80 personnes. Puis là, j'avais dit, by the way, je suis en train de faire le cours. S'il y en a qui ont des queues, peu importe. Puis la minute que j'ai fermé le Zoom, mon téléphone a sonné, c'était genre Gabriel Laflamme. Puis man, il est comme, hey, tu deviens courtier là, faut absolument comme qu'on reste en contact, j'aime super gros ton énergie puis tout. Puis je me suis fait coacher par ce gars-là. Il m'a offert son aide. Moi, j'y ai donné des conseils en marketing, mais lui m'a donné énormément de conseils dans le monde de l'immobilier. Fait que je pense que ça a comme renforcé encore plus mon choix. Que, justement, qui est un chic type. Bien, vraiment, que je pense que personne qui tout le monde le respecte dans l'immobilier, puis il est vraiment cool. Puis justement, je trouvais que l'image que j'avais des courtiers, c'était un petit peu comme les ceintures Gucci, genre, puis ce truc-là qui me collait pas vraiment à moi. Puis lui, c'est un gars qui
fait beaucoup de sous. Gabriel, c'est pas un secret là, qu'il a du succès en immobilier, mais il est simple. Il va jouer au golf, il essaie pas de flasher, etc. Puis il joue au polo. Ouais, c'est ça. Puis, il essaie de jouer au golf, je joue au polo aussi. mais il est vraiment cool. Là, je me suis dit, ça, pour moi, ça peut être un exemple de réussite. Là, parce qu'il y en a aussi, mettons, exemple, je sais pas, ils ont du succès en immobilier, mais ils n'ont pas de succès dans leur vie personnelle ou sont pas en santé. Ou comme je trouvais que Gab, c'était comme un genre de beau modèle qui avait du succès à tous les niveaux. Puis j'étais comme, OK, ouais, ça fit. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire le switch. Toi qui as étudié un peu le courtier en travaillant son aspect marketing, puis d'embarquer après, ben tu as un certain avantage parce que tu connais l'arrière du vrai monde immobilier, tu l'as rehaussé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un avantage comme courtier immobilier sur les autres? Puis qu'est-ce qui fait que Yang Torres va être encore plus fort que les autres? Ben écoute, moi je pense que l'avantage que j'ai présentement, on est dans un marché qui change vraiment beaucoup, puis je pense que justement, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt de les systèmes, le marketing, etc., ça va devenir extrêmement important dans un marché qui était peut-être un petit peu plus difficile. Fait que moi, même si on est dans un marché plus difficile, je vois ça comme un avantage pour moi de prendre de l'expansion. Fait que ça veut pas dire que je trouve ça facile dans mon day-to-day, là, parce que tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, avoir commencé un an plus tôt. Tu sais, ça m'aurait j'aurais doublé de côté pas mal plus. Là, fait que ça, c'est sûr que ça aurait fait une différence, mais je pense que justement, les difficultés que tout le monde a présentement, parce qu'en fait, ça revient à ce qu'on disait tantôt, quand tu deviens courtier, il faut que tu apprennes. Tu sais, tu as appris à l'école comme les cours, les formulaires, etc. Mais il n'y a personne qui t'a appris à gérer ton day-to-day, un day-to-day d'entrepreneur. C'est pas la journée typique. En fait, c'est pas tant, même marketing, c'est pas nécessairement ça qui me démarque, je pense, mais c'est plus, mettons, même si j'avais eu une compagnie de transport, on va dire, mais que tu sais déjà comment prospecter tes clients à ta compagnie de transport, parce que c'est pas un camion qu'il y a des clients qui vont t'appeler, tu sais, il y a comme... Vu que j'avais juste déjà une aventure entrepreneuriale avant qui date de longtemps, moi, j'ai jamais eu vraiment de job, tu sais, comme... à salaire fixe, là, si tu veux. Fait que je pense que c'est plus ça, dans le fond, qui m'aide. Tu as quelque part la aisance et la sécurité de l'entrepreneur qui prend des risques et qui n'a pas la paye au bout de la semaine. Genre, exact. Mais quand même, moi, je dis souvent qu'on est le courtier immobilier, on n'est pas vraiment dans la business de l'immobilier, mais dans la business du marketing, parce qu'il faut des clients. Tu sais, on le voit, tous les courtiers immobiliers qui abandonnent, ils abandonnent principalement par faute de clients. Parce que si tu es dans un magasin qui est plein, tu sers du monde, ça va bien. Mais quand tu n'as pas de clients, tu souffres, puis là, tu des courtiers qui arrêtent parce que c'était trop difficile de remplir une PA. Il n'y en a pas beaucoup, mais des courtiers qui arrêtent parce que Colin est écœuré d'appeler des proprios puis de se faire accrocher à la ligne au nez ou d'essayer toutes sortes d'affaires, puis finalement, ça c'est plus le cas, tu sais. D'où ton avantage de dire, OK, je connais des systèmes de marketing qu'on peut mettre en place. Je sais c'est quoi une campagne, un nurture campaign qu'on peut faire à long terme, qu'on peut suivre. Un réseau de contacts aussi, là, des flippers, des gens qui font les constructeurs de neuf, là, mais c'est drôle, mais un des gros deals que j'ai en ce moment, c'est un gars qui, en 2016, j'ai fait son site web pour sa compagnie de construction, puis aujourd'hui, je l'ai croisé genre au mois de mai. Il me dit « Hey, c'est cool, t'es rendu en immobilier, justement. Moi aussi, là, je commence un projet de maison neuve. » Et voilà, ton réseau de contacts. Ouais, fait que ça, c'est sûr que ça aussi, ça donne un coup de main. Là. Ouais. Je reviens sur ta réponse précédente en disant le marché n'est pas facile. Merci de dire les vraies affaires parce que des fois, on va avoir des courtiers qui vont dire que ça va super bien. Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Ah oui. On change de marché, c'est plus difficile. Tu étais content de rentrer dans... en fait, tu aurais voulu rentrer dans le marché de la COVID, mais moi, je te dis, puis peut-être pas toi, parce que comme entrepreneur, tu l'as même dit pour ramasser l'argent, mais les courtiers, puis Frank, c'est un peu aussi une question que je vous pose à les deux. Mm-hmm. Les courtiers qui ont rentré en plein COVID, puis qui ont fait de l'argent et qui n'ont pas connu le vrai marché immobilier qui était... On n'a jamais vécu ça, nous autres, en 23 ans. Eux autres, ont-tu plus de misère aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est juste parce que
je parlais avec mon frère aussi, qui est courtier immobilier maintenant, qui est super, super bon. C'est comme un talent brut. Là, puis je parlais de ça, d'un dossier problématique, etc. Puis il me dit, tu sais, Yann, tu remarqueras que quand ça va bien, c'est la faute du marché, puis quand ça va pas bien, c'est la faute du courtier. Puis je trouvais que c'était tellement vrai parce que c'est un peu ça que j'ai l'impression. Moi, c'est pas tant, mettons, pour l'argent, pour ci ou pour ça que j'aurais voulu commencer avant. C'est juste parce que j'aurais voulu commencer à développer des relations avec des constructeurs quand que ça allait mieux. Puis de pouvoir, tu sais, comme là, c'est parce que tu ramasses un dossier pendant que le steering vient de virer de bord dans l'immobilier. Fait que là, j'ai comme, il sait, il voit que, tu sais, c'est là que la relation est importante puis que tu y montres, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, c'est pas, j'aurais eu, avec la même effort, j'aurais eu des meilleurs résultats 12 mois avant. Tu sais, fait que c'est plus ça, mettons, mais les courtiers qui ont commencé avant, ben, ouais, c'était comme un marché un peu différent. En même temps, il y avait beaucoup plus. Le marché était facile une fois que tu avais la maison, mais je pense que ramasser des listings à ce moment-là, c'était plus difficile aussi. Parce que on était dans une pénurie. L'inventaire, moi, je regarde souvent, je dis souvent aux gens, si vous voulez vous informer rapidement, allez taper centris.ca. Le premier chiffre qu'on aperçoit, c'est l'inventaire au Québec. Mm-hmm. Puis ce chiffre-là, c'est drôle, il y avait une compagnie de marketing l'année passée qui voulait me vendre des produits, puis il y avait une présentation, puis il me présente ça, puis là, il y a une photo de Centris, puis ça marque 122 000 inscriptions. Puis quand on a commencé la pandémie, on était à 58 000 inscriptions à peu près. Au plus bas, en janvier dernier, on a baissé à 35 000 inscriptions. On a remonté jusqu'à 39 000 environ en juin. Puis là, depuis ce temps-là, on est remonté à 52 000. Je vous donne un paquet de chiffres comme ça. Là. Ouais. Pouvez-vous me répéter ça? Mais juste pour dire comment que ça a fluctué. Puis effectivement, durant la pandémie, d'obtenir une inscription, même les équipes ou les top courtiers qui performent beaucoup avaient de la difficulté à avoir beaucoup d'inscriptions parce que veut pas, la pointe de tarte, la tarte était tellement rendue petite que c'était très difficile. Maintenant qu'elle grandit, fait que si tu étais... les inscriptions, ça va être plus facile, mais les liquider, ça va être plus difficile. Moi, j'ai des courtiers seniors, là, moi, j'ai beaucoup d'amis dans l'immobilier, là. J'ai des courtiers seniors qui disaient « Crème, j'ai l'air d'un débutant, j'ai 3... » Tu vas, si tu vas checker sur Centris, genre, j'ai 3 listings. Mais oui, mais tu sais, le gars, il vend bien, puis il price bien. Fait que ça reste pas, ça liquidait. Je parlais avec mon frère, il me disait c'était cool parce qu'avant, quand on accompagnait un listing, on le savait que dans 1 mois et demi, genre, on avait un notaire. Ouais. C'était cool, là. Mais là, dans le fond, c'était comme, oui, c'était facile, mais c'était pas facile. C'est ça, exact. Puis là, c'est une nouvelle adaptation parce que moi, je vois des courtiers aujourd'hui qui sont un peu négociés à la baisse. Ils n'ont pas vu ça encore. Là. Mm-hmm. Ils n'ont pas vécu cet aspect-là que nous autres, on a vécu toute notre vie, de négocier à la baisse. Eux autres, c'était tout le temps en haut du prix demandé. Négocier à la baisse, prendre des mandats au-delà de... Ouais. 4, 5, 6 mois, parce que la réalité... C'est que c'est en train d'augmenter, tout à fait, absolument. Puis là, c'est les attentes avec ton client qu'il faut que tu settes dès le départ, de dire comme là, regarde, là, tu sais, comme, c'est pas comme c'était, comme dans 3 semaines, c'est vendu, puis merci, bonsoir, comme, attendez-vous à ce que ça prenne un peu plus de temps, attendez-vous à... Puis leur montrer leur compétition sur le marché au moment de l'inscription, parce que c'est ça, tu sais, de vendre la salade comme ça va être vendu, on va afficher pas cher pour le vendre plus cher, là. Ça marche Oublie plus. ça, là. C'est ça. Non, puis tu sais, toute cette vague-là, ben, on en a parlé, on en reparle, mais si on regarde aujourd'hui, moi, je pense que l'analyse de tout ça a fait en sorte que la compétition était grosse. Il y a eu beaucoup de tu sais, là, se ramasser 15 offres. 15 offres, ouais. Ça a rehaussé la compétition, puis aujourd'hui, le consommateur a beaucoup plus de services parce que les gens... C'était difficile d'aller chercher l'inscription, fait qu'ils ont rehaussé leur service dans les derniers mois. Mais moi, je pense... ça va venir encore plus, justement, parce que je pense qu'avant, puis moi, c'est pour ça que je suis content, puis je suis content, Yang, de t'entendre parler d'équipe, parce que moi, je suis un amateur d'équipe depuis le début de ma carrière, près de 26 ans. Passé 26 ans, ça fait 26 ans, mais 23 ans officiellement que j'ai parti, 21 ans que j'ai parti l'équipe. Et fait que j'ai toujours cru à ce modèle-là. Puis une des études que j'ai vues dernièrement disait que le choix du consommateur, 56% de ses décisions par rapport à un courtier est pris par la compétence du courtier. Puis après ça, il y a 18% pour le prix, 17% pour le ratio qualité-prix. Après ça, c'est 16% pour genre le prix, puis après ça, la reconnaissance de sa firme ou son appartenance, donc le name recognition. Fait que, donc, le plus important, c'est la compétence, puis travailler ta compétence. Ouais, puis tu sais, c'est cool que tu dises ça parce que récemment, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un, puis j'expliquais que, tu sais, dans le fond, la compétence, c'est que tu peux juste servir égal ou en bas de toi.
tu peux pas servir quelqu'un qui est plus compétent que toi. Fait que là, c'est la seule façon de pouvoir servir plus de gens, c'est d'augmenter drastiquement ton niveau de compétence à tous les niveaux. Fait que si le marketing, c'est un point important dans l'immobilier, ben t'as pas le choix. Là. Moi, le monde qui me dit « Ouais, mais moi, les réseaux sociaux, là, je connais pas même ça. » Ben écoute, tu penses que ça va diminuer l'utilisation des réseaux sociaux dans ta carrière ou tu penses que ça va aller en augmentant? Fait que à ce niveau-là, je veux dire, puis tu peux pas juste dire, ben, je vais m'engager quelqu'un pour le faire parce que dans le fond, tu peux pas déléguer quelque chose que tu comprends pas bien. Moi, dans ma business, quand j'ai du marketing, on avait du monde qui faisait de la rédac, on avait du monde qui faisait qui codait des sites web. Moi, je suis capable de, des designers graphiques, etc. Je suis capable de tout faire ces jobs-là. Est-ce que je suis le meilleur? Non. Mais est-ce que je suis capable de reconnaître une bonne job ou pas? Oui. Puis là, c'est ça qui arrive un peu là, avec le marketing, c'est que les courtiers peuvent pas juste utiliser le fait que ils sont pas bons ou qu'ils connaissent pas trop ça ou qu'ils aiment pas ça marche pas, là, tu sais. Faut toujours... Oups, vas-y. Yann Torres va amener l'immobilier où? Ben moi j'aime bien le modèle... j'aime ça trouver des underdogs avec beaucoup de talent qui ont juste... peut-être que les gens n'ont pas nécessairement... Ils n'ont pas eu la chance qu'ils voulaient. Ils ont peut-être... J'ai eu beaucoup de mentors de... La Flamme qui m'appelle au téléphone de même, puis que ça donne une... Tu sais, aujourd'hui, on est super buddy, tu sais. Mais j'aimerais ça amener des gens à développer leur plein potentiel. Je pense que c'est plus ça, comme à travers... Je le sais que je vais avoir du succès dans ce que je vais faire, etc., parce que je travaille fort, puis j'ai le cœur à la bonne place. Mais j'aimerais ça, comme trouver des individus qui, justement, qui ont besoin d'être coachés un petit peu, puis qui veulent avoir leur chance. J'aimerais ça faire ça, puis j'aimerais ça aussi montrer c'est quoi le nouveau blood un peu d'immobilier, tu sais. Je suis pas jeune, mais je suis plus jeune que, mettons, la majorité de mes confrères. De vouloir... Tu parles de nous? Mais moi, je dis rien, là. C'est ça, il nous regarde quand il dit ça. Mais tu sais, de montrer que, justement, tu peux être un peu... c'est pas... je trouve ça poche un peu que la société ait donné une certaine image à certains courtiers, tu sais, aux courtiers, parce que les winners, c'est pas ça qu'ils sont, tu sais. Non, puis la nouvelle génération, moi, je le répète, puis je le répète, on est chanceux d'avoir une belle relève comme ça. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier, Yann? Que je suis courtier? Oui. 5 mois. OK. Bon. OK. Tu parles déjà d'équipe. C'est quoi en 5 mois l'erreur que tu as faite dans l'immobilier? L'erreur, c'est pas quand j'ai commencé l'immobilier, c'est avant. J'ai essayé de recruter des courtiers avant. J'ai passé trop de temps sur mon marketing à moi puis à développer des affaires avant. J'aurais dû faire passer mon examen plus vite. Comme j'aurais dû clencher la portion qui me tentait moins, qui était comme le permis, le cours, le ci, le ça. Ça, j'aurais dû faire ça plus vite. Ça, honnêtement, je pense que oui, mettons, des petites erreurs à gauche, à droite. Là, au début, quand tu commences, tu te fais un peu garocher ça, puis c'est comme, OK, là, il faut que tu apprennes des logiciels, la GED, des affaires comme pour la conformité. Oh, mais ouais, l'erreur, c'était pas vraiment quand j'ai commencé, c'est avant. J'ai mis la charrue en avant des bœufs, puis ma plus grosse leçon de ça, c'est que tu as beau faire des bonnes actions, mais si tu fais des bonnes actions dans la mauvaise ordre, ça donne quand même un mauvais résultat. Tu comprends? C'est un excellent tip que tu donnes là. Ouais. Puis tout en ton honneur, je fais une parenthèse pour saluer Steve Larose qui commence et depuis 5 mois qui est avec nous. Ça, Steve, je pense que c'est un tip qu'on doit prendre, puis qu'on doit mettre en application, puis penser aussi ne pas faire, parce que même, tu vas voir, après 23 ans, si tu fais de l'immobilier, tu vas en faire quand même des erreurs. Là, mais ça, oui, tout le temps. Là, ça fait partie de l'entrepreneuriat. En fait, puis il y a un autre point que je pense qui est important de mentionner, c'est les erreurs ou des erreurs ou des problèmes. Dans le fond, c'est un peu similaire. La façon de voir si tu avances dans ta business, c'est de voir si tu as les mêmes problèmes ou si tu fais les mêmes erreurs. Fait que moi, je dis tout le temps, autant dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, business, whatever, si tu as tout le temps les mêmes problèmes, c'est que tu n'avances pas. Si tu as des nouveaux problèmes, c'est que tu avances. Fait que là, dans le fond, justement, quand que je me rends compte que je fais une erreur, ben l'idée, c'est de pas, dans 3 ans, tu le monde que ça va bien leurs affaires. Puis comment ça va mal? Puis tu sais, puis qu'est-ce que c'est quoi? Ben c'est tout le temps les mêmes histoires, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça, cette erreur-là, je l'ai appris, ça m'a coûté cher un peu. Ouais, c'est ça. Fait que tu poses la question, c'est pas quand j'ai commencé, c'est avant de commencer, c'est ça que j'aurais dû faire de différent. Ouais, puis c'est toujours une alternative entre l'avancement puis la structure, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ben plus ça grossit, plus il faut que tu restructures, puis d'avoir l'équilibre, c'est des fois, on n'a pas toujours le modèle. Tu sais, moi, je me rappelle, en bâtissant une équipe, à un moment donné, mon coach m'avait dit, il dit, tu vas arriver à une étape où tu n'as plus grand modèle à regarder. Là. Il n'y a pas des équipes
plus grosses que ça. Quand j'ai commencé, des équipes de 2-3, c'était quand même assez... 4-5, c'était 10, c'est énorme, ça se faisait pas. Là, on va grossir, mais après ça, c'est quoi? Tu as besoin d'un nouveau directeur? Tu as besoin d'une personne aux ressources humaines? C'est quoi les... C'est tous des nouveaux problèmes. Des nouveaux, c'est ça. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est que tu deviens... Quand tu fais de quoi d'un petit peu différent, ben, tu es comme un peu un pionnier. Fait que tu paves le chemin pour les autres. Oui, puis François, prends-le, là. François a développé des chemins dans l'immobilier par les ressources internationales que tu es allé chercher. Absolument. Puis malgré ça, ben, tu as une belle expertise à nous partager par rapport aux erreurs, par rapport à la réussite que tu as faite. Puis c'est ce qui fait aussi, entre autres, ton succès par rapport aux équipes que tu formes puis que tu... Tout à fait. Je pense que puis une des choses qui est importante aussi dans le discours de Yang, puis moi, si je peux partager une affaire que j'aurais faite avant, c'est d'aller chercher plus de formation justement avant. Donc, d'aller chercher d'autres coachs avant. J'aurais commencé plus tôt, puis peut-être même, en tout cas, quasiment d'en faire plus, à avoir plus de savoir, acquérir plus de connaissances plus rapidement, être plus compétent. Dans la COVID, d'ailleurs, tu sais, quand c'est arrivé tout ce phénomène d'offres multiples-là, moi, en faisant partie d'un groupe international, ben tous des chefs d'équipe ensemble, parce que des chefs d'équipe... Oui, puis un chef d'équipe par rapport à un dirigeant d'agence, puis je veux rien enlever au dirigeant d'agence, mais un dirigeant d'agence, sa job, c'est pas de chercher des clients, des acheteurs, des vendeurs, c'est de chercher des courtiers. Un chef d'équipe, lui, il doit chercher des acheteurs puis des vendeurs, puis il se casse la tête. Puis nous, on est arrivé, mettons, avec les 8 stratégies, à la fin, on était rendu à 18 stratégies pour gagner en 9 multiples. On en rajoutait tout le temps, tu sais. Ouais. On en à chaque mois, hey, on peut faire ça aussi, on peut faire ça aussi. Fait que c'est de se former puis d'aller chercher d'autres compétences toujours. Hop là. François, Yang, là, tu te demandes ce qui se passe, hein? Je suis pas sûr si tu as le goût d'avancer, là, mais ça fait partie du concept. Fait que ton grand chum, JF Tremblay, notre commentateur du ring immobilier, va t'envoyer un petit uppercut avec sa question uppercut. Alors, on vous part la question uppercut avec notre commentateur JF Tremblay après la pause. Bonjour, ici Marjane de chez ID3 Innovation. Et LP en direct du studio. Et aujourd'hui, on parle de site web. Oh my God! Site Internet, ça, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie numérique. Sans ça, vous n'existez pas. Dans le fond, vous devez faire en sorte que tous vos réseaux sociaux, tout votre matériel pointe vers votre site web parce que c'est le seul endroit où vous contrôlez à 100% le message, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de promotion d'un autre professionnel autre que vous. Ce qui est bien en plus avec le site web, c'est que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc, tout ce qui est en lien avec votre profession, ça vous permet de vous mettre, vous, de l'avant, de présenter justement des conseils, de mettre des vidéos, des photos, de mettre les liens de vos médias sociaux. Donc, vraiment, vous pouvez contrôler exactement ce que vous voulez mettre, votre image sur votre site web. En plus, ce qui est vraiment important, c'est que quand vous allez faire vos publications sur les médias sociaux, ce qui est bien, que vous allez pouvoir toujours rediriger vos clients vers votre site web pour pouvoir justement leur donner plus d'informations sur votre profession. Tellement d'avantages. Après ça, il y a des pixels, il y a les campagnes de remarketing. Donc, en effet, le site web devient votre pierre d'assise, votre maison pour vos communications numériques. S'il vous reste des questions, id3.net, on se revoit. Ciao! Quel honneur de recevoir les deux guerriers, Kenny et Patrick, représentants hypothécaires pour Desjardins. Bienvenue, les gars. Hey, merci de nous avoir invités. Super content d'être là. Merci de nous recevoir. C'est un honneur. À mon tour de vous remercier d'avoir embarqué dans la saison 3 comme équipier, comme collaborateur. C'est une marque de confiance où on est très reconnaissant. Ce que j'aime chez Desjardins, il n'y a pas juste une chose. Pour l'avoir fait moi-même dans mes débuts comme investisseur immobilier, il y avait un produit qui se donnait que j'ai utilisé après mon premier investissement qui s'appelle le collatéral. Vous le donnez encore? Absolument. Puis tu sais, même moi, avant d'être avec Desjardins, j'entendais beaucoup, tu sais, le collatéral Desjardins, puis ça me rendait curieux. Là, de le vivre en tant que représentant hypothécaire, c'est incroyable comme produit. Ouais. Si je te dis que tu peux acheter une propriété en mettant $0 de tes poches,
On parle de dollars beaucoup dans une économie qui change, peut-être perte d'emploi, peut-être des revenus qui sont fluctuants. On dit tu peux acheter une propriété avec $0 de mise de fonds, on te finance à 100%. Si tu as une maison qui est payée au complet, donc tu n'as pas de financement sur la maison, ou bien que tu as une maison qui est financée avec des jardins, mais que tu as de l'équité sur la propriété. Oui, puis surtout avec ce qu'on a vécu comme boom immobilier, Absolument. Tout à fait. les gens sont pas, des fois, ils savent pas qu'ils dorment sur beaucoup d'équité. beaucoup d'équité. Oui, puis on en a fait énormément dans les dernières années parce que tu demandais si c'était quelque chose qu'on utilisait énormément parce que les trois situations où on voit que ça arrive le plus souvent, c'est, on l'a vécu avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont achetées des résidences secondaires, qui n'avaient pas nécessairement la mise de fonds, ils sont servis de l'équité sur leur propriété pour se financer à 100% sur une résidence secondaire. Et les investisseurs immobiliers, un peu comme l'exemple que tu as mentionné, qui, des fois, ont fait un premier achat ou des fois, même, ils veulent faire un premier achat. Eux autres, ils n'ont pas l'équité, mais leurs parents l'ont. Ça, c'est un classique qu'on voit. Les enfants s'en vont étudier à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui habite à Montréal s'en va étudier à Sherbrooke. Au lieu de louer un logement, mais les parents, je l'ai vu souvent, vont utiliser l'équité sur leur maison pour faire un investissement immobilier pendant les 2-3 ans que leur enfant va être là-bas, bénéficier de l'équité, de la valeur également, de l'équité et de la prise de valeur. Puis, fait que c'est gagnant-gagnant. Hein. Les gars, vous êtes 2 masters, vous êtes... je suis vraiment content d'être assis avec vous. Absolument. J'aurais pu parler pendant des heures et vous écouter. Merci d'être là en équipe. Absolument. Merci de nous aider à faire bien notre profession. Puis, vous êtes toujours les bienvenus dans le studio du Ring Immobilier. Merci, bien content d'être là. Merci, puis merci de faire ce que tu fais, là. Ça paraît bien, on est content d'être ici. Puis, C'est un travail d'équipe, Kenny. Yes, sir, yes, sir. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Jeff. Yang Torres au Ring de l'immobilier. Écoute, Yang, je vais te poser une question. Je te vois aller à gauche, à droite, tu cours vraiment vite. Est-ce que t'es mêlé un peu dans tout ça? Est-ce que ça te mêle d'être un peu partout en même temps? Pour répondre à ta question, JF, pas du tout. En fait, je pense que les gens qui ont peut-être cette impression-là, c'est peut-être juste parce qu'ils savent pas ce que j'ai dans la tête. Là. Fait que peut-être que de l'extérieur, quand je cours vite, les gens comprennent pas trop ce que je fais. Justement, mais on va prendre la balle au bon et on va te dire qu'est-ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Écoute, la business de marketing, j'aime vraiment ça. La business d'immobilier, j'aime vraiment ça. J'aime ça, lier les deux ensemble. Moi, dans le fond, comme j'expliquais tantôt, j'ai commencé par les arts visuels. C'est quelque chose qui m'intéressait, la production de contenu, etc. Puis j'ai toujours trouvé une façon de garder ça dans mes affaires. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, mettons, je fais encore des business tips. Mon Instagram, il n'est pas vraiment brandé comme un courtier immobilier. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, la business de marketing, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Puis je me suis entouré de partenaires qui peuvent faire de l'exécution là où moi, j'avais plus nécessairement le temps d'en faire. Fait que ça, c'est cool. Le courtage immobilier, ça aussi, j'aime vraiment ça. Puis c'est comme de trouver un peu la balance. Mais tu sais, moi, c'est parce que j'ai comme l'impression que le modèle d'affaires que j'ai, il n'y a pas personne qui l'a développé jusqu'à maintenant. Fait que c'est sûr que c'est comme 2 business en une. Peut-être pour ça que ça peut avoir l'air de ça, mais moi, dans ma tête, c'est super clair. Est-ce que, puis absolument, ça, je trouve ça très pertinent que ça soit super clair pour toi. Puis moi, je te dirais, je vois ça aussi d'un autre côté. Je vois ça un peu comme, justement, tu parlais de faire une équipe, d'avoir ton équipe. Parce que, selon moi, si tu offres des services de marketing à quelqu'un, puis à des courtiers, puis que toi-même, tu es courtier, je sais pas si... Est-ce que tu es des gens qui disent... j'ai pas de conflit d'intérêt parce que les seules personnes à qui j'offre des services one-on-one, c'est des gens qui sont pas dans des secteurs géographiques que je vais desservir. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, les courtiers à qui je donne du coaching, c'est en Zoom, c'est en groupe. Puis tu sais, c'est malheureux à dire, mais mettons, moi, je fais des cohortes 4 fois par année, c'est 6 semaines en Zoom, tu sais, puis une semaine, on parle d'une affaire, une autre semaine, on parle d'une autre affaire. Puis malheureusement, il y a comme, je dirais, 80% du monde qui n'applique pas. Ils viennent pour la motivation, etc. Ils trouvent ça cool, mais ils n'appliquent pas nécessairement. Puis le genre de 20% qui l'appliquent à la lettre, ils ont énormément de succès. Puis c'est ça, dans le fond. Là, puis ces gens-là, si j'aurais pas existé, ils auraient quand même eu du succès pareil. Fait que moi, je trouve ça juste cool de pouvoir développer des relations avec eux. Fait que non, je suis pas en conflit d'intérêt. Après ça, je fais du marketing pour des agences hypothécaires et immobilières. Puis je fais du marketing pour j'ai un prêteur privé. C'est ça mon
mon workflow de client. Fait que je suis pas en conflit d'intérêt avec personne. Mais ça rejoint le fait de faire, si tu fais ton équipe, justement, tu vas pouvoir montrer à tes courtiers comment faire leur marketing, ou toi-même le faire pour eux autres. En tout cas, je vois qu'il y aurait peut-être une belle suite là-dedans. Puis tu sais, c'est un peu différent, un peu mon modèle d'affaires, parce que, mettons, l'équipe, je vais vouloir, moi, aider les courtiers à développer leur marketing à eux, versus les équipes standards où c'est tout le monde pointe vers le chef d'équipe, si tu veux. Fait que moi, j'ai plus une mentalité de c'est pas combien de personnes qui te servent toi, mais toi, combien de personnes tu sers. Okay. Je pense que je vais aller chercher mon succès plus à travers ça. Fait que ça va être un modèle d'affaires qui va être un peu différent. Mais c'est ça passe par le marketing. Ouais. Tu disais développer un secteur où on peut s'attendre à voir Yang Torres développer son marché? Tout ce qui est en bas de Saint-Joseph à Montréal, puis des contrats intéressants sur la Rive-Sud. Ouais. OK. C'est bon. C'est clair. Ouais. Ça peut pas être. Ben, c'est sûr que s'il y a 2 rues en haut, je vais le prendre pareil, mais je veux dire, dans le fond, le secteur ferme, c'est ça. T'es-tu de la Rive-Sud, toi, ou de Montréal? Moi, je suis de Montréal. De Montréal, OK. Ouais, moi, j'habite le Vieux-Port. OK. Ouais, tu peux me donner ton adresse. OK. Non, mais puis OK. Puis quand tu parles de ton équipe, moi, ça m'allume. Au lieu de se référer à toi, tu parles de la culture d'entreprise. C'est quoi pour toi la culture d'entreprise? D'une future équipe ou juste de ma culture d'entreprise en général? Tu es un entrepreneur, ça prend une culture d'entreprise. En fait, des points super importants, mais comme j'ai dit, c'est pas combien de personnes te servent toi, c'est toi combien de personnes tu sers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a des trucs que tu peux donner, puis qu'une fois que tu donnes, tu n'as plus, puis il y a des trucs que même si tu les donnes, tu les as encore. Fait que si je prends 20$, je te le donne, je l'ai plus le 20$. Mais si je te donne de l'empathie, si je te donne de la gratitude, si je te donne de la compréhension, ben ça, c'est toutes des valeurs, c'est toutes des trucs que tu peux donner à l'infini. Puis que de la motivation, tu donnes de la motivation à quelqu'un, tu es encore plus motivé toi-même. Fait que moi, dans le fond, pour moi, ma valeur d'entreprise, c'est de pouvoir donner ça à l'infini, mais d'être intelligent avec les autres ressources qu'on n'a pas à l'infini. Fait que je te dirais que c'est un petit peu ça mon modèle d'affaires. Ouais. J'aime ça. Puis la nouvelle génération, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un leader qui a beaucoup justement d'empathie puis de reconnaissance. Ouais, puis mettons, une autre affaire, c'est de la connaissance. De la connaissance, tu peux donner ça. Toute la connaissance que tu as, tu peux la donner à quelqu'un d'autre puis la garder quand même. Fait que dans le fond, ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup par... je pense que je l'ai bien expliqué, là, mais ouais. OK. Puis, vas-y, Frank, excuse-moi. Je vous en prie, M. Mécan. Oui, merci. Merci, M. Boiteau. Non, mais moi, je me demandais, peut-être une chose, là, je suis juste curieux, parce que moi, je t'ai connu, marketing immobilier, puis tout ça. Puis, tu fais de quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre qui se passe avec toi? Tu veux dire dans ma vie personnelle? Ou dans ta vie, je sens nécessairement rentrer. Mais est-ce que tu as d'autres. Professionnellement, tu touches-tu autre chose que marketing? Professionnellement, non, vraiment pas. Non, mettons, toutes mes passions tournent vraiment autour de ma job. Fait que c'est comme à toutes les fois que j'ai un projet, c'est tout le temps lié à comme... Moi, je trouve ça drôle parce que tantôt, on parlait de gear puis de caméra puis tout. Puis moi, je trouve ça drôle parce que je dis tout le temps comme que mes bébelles, à moi, sont déductibles d'impôts. Tu sais, parce que comme je m'en... Tu sais, comme j'ai plus de gear que qu'est-ce que j'aurais besoin, mettons, mais je trouve ça le fun parce que ça me permet de faire du contenu. Puis quand je pense à d'autres affaires, des fois, je suis comme... Fait que ça, je trouve ça super cool. Mais ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment de... J'aime profiter de la vie, etc., d'avoir des relations de qualité, de profiter de la vie un peu, puis on travaille fort quand même, fait que c'est le fun. Un équilibre de vie, ça? Oui, exactement. Oui? Moi, c'est un équilibre de vie? Oui, j'y crois pas. Je suis pas heureux quand je travaille trop, mais je suis pas heureux quand je travaille pas assez non plus. Fait qu'il faut que je trouve comme le bon modèle, puis moi, je suis comme un peu... TDAH, là, fait que ça, là, si je passe 80 heures ou 90 heures au bureau, moi, c'est ça. Non, c'est pas que je m'en aperçois pas, c'est juste qu'il y a du temps, c'est plus du temps de qualité rendu là. C'est que je vais me rendre compte que je fais la comptabilisation de ma journée, finalement, j'ai passé 3 heures sur Facebook. Là, fuck off, là, c'est pas productif. Là, je vais y aller avec des trucs vraiment déterminés. Puis je vais accomplir ces tâches-là, puis après ça, je vais aller m'amuser ou je vais faire d'autres choses. Ou je vais comme lire un livre, trouver quelque chose de créatif à faire, créer du contenu un peu, mais je suis plus un workaholic parce que ça fonctionnait pas quand je l'étais. Il y a 5 ans, tu avais probablement un mentor, je vais te poser c'est qui, puis versus aujourd'hui, est-ce que c'est le même mentor, sinon qui? Je pense que moi, j'ai eu des mentors un peu différents. Pas des mentors, des mentors. J'ai eu des mentors un peu différents, un peu à travers mon parcours. Tous des gens avec qui j'ai des super bonnes relations, mais c'est ça, je pense que c'est quoi le petit dicton, là? C'est comme le professeur arrive quand l'élève est prêt, tu sais. Ouais. Fait que souvent, comme
Gab, quand il est arrivé, c'est parce que c'était ça. Comme là, j'ai comme d'autres. Là, on parlait aussi de mes passions, etc. Là, ça, c'est un truc que le monde ne savent pas vraiment. Moi, je vais à l'église le dimanche, tu sais. Puis j'ai une foi assez présente. Puis pour moi, ces valeurs-là de justement de donner, etc. Puis tout, c'est des trucs que je développe beaucoup à travers ma spiritualité. Puis fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, mettons, je pourrais dire que je développe un peu là-dedans. Puis là, ben, j'ai toujours été croyant, mais là, je suis un peu plus pratiquant. Ouais. Puis là, ben, ça fait en sorte que ben, nécessairement, ben, j'ai appris beaucoup de ce milieu-là. Fait que ouais, c'est un peu ça, ouais. T'es croyant. On va aller un petit peu dans le personnel, là, puis reprends-moi si je me trompe, mais est-ce que tu as été adopté? Non. Non. Okay. Ben, moitié, on pourrait dire. Dans le fond, ma mère, elle m'a eu avec mon père biologique en Colombie. Ils se sont séparés. Ma mère, elle s'est remariée. Puis après ce mariage-là, on est arrivé au Canada. Fait que, mettons, adopté à moitié, je pourrais dire. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je suis arrivé ici quand je suis arrivé au Québec à 5 ans. Ton adaptation a fait en sorte qui tu es aujourd'hui, j'imagine, avec... Ben oui, c'est sûr, parce que dans le fond, tu sais, évidemment, comme là, je sonne comme un Québécois. Des fois, les gens me parlent au téléphone. Quand ils me voient, ils sont comme « Oh, mon Dieu, je m'attendais à parler un Québécois. » Tu sais, c'est sûr que quand tu as grandi à Rigaud, avec pas d'Internet, puis, tu sais, comme... puis t'es comme... Il y a comme 2 Latinos dans la ville, ben, c'est sûr que t'es comme un peu perçu d'une façon différente. Puis, à cause de ça, ben moi, j'ai comme toujours senti un peu que j'étais différent. Fait que ça m'a jamais... Ben, au début, ça me dérangeait un petit peu, tu sais, mais je veux dire, je me suis tellement toujours habitué à être différent qu'aujourd'hui, j'ai pas de misère à être différent, j'ai pas de misère à vivre une... Tu sais, pour moi, c'était pas weird de, mettons, lâcher l'école puis d'aller faire de l'entrepreneuriat, même si tous mes amis sont tous devenus comptables, tu sais. Pourquoi? Parce que je suis habitué d'être différent, ça me dérange pas. Mais tu es habitué d'être différent dans le sens que tu disais peut-être, parce que tu viens de la Colombie, mais est-ce que tu sentais vraiment différent? Oui, quand j'étais jeune, parce que j'étais genre un hyperactif un peu. Je répondais vite, j'avais le sens un peu de la répartie, puis je pense, j'étais tannant, mais pas tannant, genre qui pétait des affaires, juste tannant quand il s'ennuie, veut de l'attention, tu comprends? Puis, tu sais, ben oui, mettons, j'ai grandi dans un background un peu plus catholique, fait que là, c'est sûr que, mettons, j'étais élevé d'une façon différente parce que j'avais tu sais, les Latinos puis les Québécois sont à la maison, ça se passe pas pareil, fait que mes amis, mettons, pour aller dormir chez leurs amis, tu sais, moi, c'était comme, oublie ça, tu sais, il fallait que je revienne de bonne heure des parties, puis, tu sais, puis quand c'est quand j'avais le droit d'y aller, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était comme j'ai grandi d'une façon différente, élevé dans une culture un petit peu différente, dans un super beau pays qu'est le Canada. Je trouve que je suis super chanceux d'être ici. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu t'habitues à être un petit peu différent. Fait qu'après ça, tu fais des choix de vie qui sont pas nécessairement le standard de la société. Mais pour moi, c'était comme normal. Tu retournes-tu des fois en Colombie? Tu retourné? La dernière fois que j'étais allé, c'était en 2017. Ouais. Puis après ça, ben, tu y vas pas un petit peu. Le COVID est arrivé. Là, ça fait un bout, je peux aller. Mais avec les réseaux sociaux. T'as de la famille? Ma famille, ouais, c'est ça. La famille du côté de ma mère est toute là-bas. Ma tante, elle vient ici peut-être une fois. T'es-tu informé sur l'immobilier en Colombie? Oui, ben en fait, je trouve ça vraiment cool parce que, mettons, je te donne ça, c'est plus le côté financier, là, mais mettons, tu sais, ici, tu vas acheter une maison avec, mettons, 5% de mise de fonds, ton hypothèque, c'est 25 ans, puis, mettons, là, les taux d'intérêt sont plus élevés, mais on va dire 5%, là, on va dire. Mm-hmm. Mais là-bas, ça amortit sur 15 ans, c'est 30% de mise de fonds, il n'y a pas de deal. Puis les intérêts, c'est 2% par mois. Fait que si t'as pas de parents qui viennent dropper une grosse partie de l'hypothèque, etc., c'est comme quasiment impossible. Ah ouais. Fait que moi, dans le fond, je me dis, crime, peut-être que ça serait pas fou à un moment donné d'aller faire genre de location achat ou de quoi de même, parce que crime, si tu fais 24% par année, calcule-les comme tu peux, ça peut être super intéressant. Puis moi, mes cousins là-bas, ben, ils ont travaillé vraiment fort, mais ils sont un peu éduqués. Mes cousins sont architectes. On pourrait peut-être développer de la business à un moment donné. D'accord. Puis il fait chaud. Donc, une grosse répartition de riches et de pauvres là-bas. Ben ouais, en fait, ça se calcule. Il y a un coefficient, mettons. Là, puis, mettons, au Canada, mettons, je pense qu'on est à 3,7. Aux États-Unis, ils sont comme à 4,5 de quoi de même. Là-bas, c'est 9. Ah ouais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Ça se développe un peu plus là, à mesure que, tu sais, là, on est comme dans la thank you economy où ce que, tu sais, vous en parliez tantôt, mais tu sais, il y a 23 ans, quand vous avez commencé, sûrement que faire du marketing, c'était cher. Ça prenait des billboards, des ads, etc. Maintenant, tu peux faire plein de trucs avec les réseaux sociaux. Je pense que là-bas... Mais meurs pas, hein? Laisse-nous pas tomber, prends une gorgée. Ouais, j'ai pu. Mais, mais je pense que justement, c'est ça. Tu peux, là-bas, ben, l'entrepreneuriat là-bas, le monde, ils ont tout une semi-business ou ils ont tout comme un petit sideline. Je pense que ça va s'améliorer à mesure où l'accès à l'entrepreneuriat est plus facile parce que les portes, c'est ça, les barrières à l'entrée sont moins élevées. Mm-hmm. Fait que
les bons vont se différencier, puis les gens qui ont un peu moins de... Ouais. On revient au Québec. Aujourd'hui, tu n'as pas ton permis, tu vends ta maison, tu te diriges vers quelle équipe ou quel courtier pour mettre ta maison à vendre? Hey, c'est vraiment une bonne question. Puis là, on veut pas une question politically correcte. Ah non, vraiment pas. Moi, oublie ça, les questions politiques. Oublie ça. Je pense que j'irais... C'est sûr que tu as tout le temps... C'est parce que moi, je pense que j'aurais un problème avec le fait que... Tu sais, on a tous quelqu'un, mettons, qu'on est un peu chum avec, on est allé au secondaire, puis que là, ben, tu sais, c'était comme ton ami. Mais là, à un moment donné, quand vient le temps de faire un move financier important, ben, tu sais, si lui, il a pas... Tu sais, ça fait 10 ans que tu connais, là. Si en 10 ans, il n'a pas réussi à me mettre dans la tête qu'il était vraiment compétent, peut-être que je le prendrais pas. Tu sais, comme... Fait que c'est ça, c'est sûr... C'est trop difficile à dire parce que si je serais pas, mettons, dans le monde de l'immobilier, je connaîtrais un peu. Mais même, mettons, aujourd'hui, je voudrais vendre de quoi? Tu sais, j'en connais plein, là. Qui que je... Je pense que c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est pas parti tant aussi longtemps qu'on n'a pas des noms, là. Ben, tu sais, c'est sûr que ça c'est ça. C'est trop difficile de répondre. Mon frère est courtier, là, tu sais, il est comme... Mais si, mettons, mon frère n'était pas courtier puis que mes mentors n'étaient pas courtiers, j'irais probablement avec la personne qui a le plus de notoriété dans mon secteur à moi, dans mon secteur visé. Puis c'est sûr qu'à Montréal, c'est plus difficile à... Mettons, moi, je viens du coin de Vaudreuil-Soulanges, mais tu sais, là-bas, il y a des courtiers qui sont forts, etc., dans certains secteurs. Probablement que je prendrais un de ces courtiers-là. Sinon, ça serait probablement que... Ouais, je sais pas. Ben, c'est sûr que... Mais tu sais, sauf que, mettons, je te donne un autre exemple, OK? Mais mettons, moi, à un moment donné, là, j'ai coaché une équipe à Trois-Rivières. Puis là, les autres, ils me disaient, tu sais, ici, là, on peut pas, là, mettons, arriver dans BMW chez un de nos clients. Il faut que ça soit comme... Le plus loin qu'on peut aller, c'est genre Volvo, tu sais. Mais comme ici, les courtiers à Montréal, ils ont des G-Wagon, puis c'est comme ça dérange personne. Ben, tu sais, moi, même si je serais à Trois-Rivières, j'aurais tendance à aller avec le gars qui a un G-Wagon, parce que pour moi, c'est comme... Peut-être que c'est pas un winner, mais tu sais, pour moi, c'est comme il doit avoir fait de quoi de bien, puis pour moi, c'est il y a quand même un symbole de succès, etc. C'est sûr qu'ici, sa personnalité ne fit pas avec la mienne, ça ne fonctionne pas. Mais je pense à un gars comme moi, mettons, là, un entrepreneur. Moi, c'est ça que un peu, honnêtement, là, puis ouais. Tu sais, j'aime ça parce que c'est it is what it is, Yang, puis je juge pas ça, là, je veux pas que tu penses juge ça, mais moi, c'est là où... Aïe. Puis aujourd'hui... Souvent, puis là, c'est à cause sûrement des réseaux sociaux, pour moi, la qualité d'un courtier n'est pas le résultat de ses avoirs. Mais, tu sais... C'est parce que là, c'est la face. C'est quelque chose que tu vois, que peut-être que tu vois... Ben, en fait, c'est que le matériel peut être un symbole de succès, malgré que ça peut être toute finance. Ça peut être, tu sais, je veux dire... Non, mais on le sait-tu, nous autres? Tu sais, quand on prend des maisons, on... Ouais. Mais je comprends son point de vue. Ça, mais t'as probablement pas une Corolla, tu sais. Non. Je sais pas, là. Non, mais c'est pas une critique, là. Non, je comprends. Non, mais en fait... Écoute, c'est ça aujourd'hui. Puis, mais c'est pas... Non. Parce que, bon, c'est peut-être une passion aussi que j'ai, mais... Ben, moi, c'est un peu la même chose, tu sais. Mais ça veut pas dire que je suis un meilleur courtier. Définitivement. C'est juste, moi, j'ai peut-être un peu une genre de... tu sais, justement, comme moi, je viens un peu plus de la région, puis mon agence de marketing, on avait plein de clients, tu sais. Puis là, t'avais comme, tu sais, je me rappelle, j'avais un gars, là, il y avait une compagnie de sérigraphie, genre, mais tu sais, ça fait 35-40 ans que ça roule. C'est lui qui fait toutes les t-shirts, tu sais, les vêtements de branded, tu sais, c'est lui qui fait toute la ville au complet. Puis lui, là, il fallait qu'il se cache, genre, pour sortir avec son auto. Puis il y a comme un genre de petite mentalité de... Moi, c'est ça, peut-être que je l'ai vécu, puis peut-être que vous l'avez pas vécu, mais moi, j'ai vécu un petit peu le genre... Tu sais, quand j'ai eu du succès, un peu de bonheur dans la vie, puis là, mettons, à 25 ans... C'est en région. Ben moi, à 25 ans, je me suis acheté une Mercedes, puis là, le monde, ils ont commencé à dire « Ouais, mais lui, ça doit être ci, ça doit être ça, ça doit être ça. » C'était la mentalité aussi à mon bureau, mon premier bureau Remax, c'était la mentalité, il faut pas que tu aies un beau char, ils vont penser que tu fais trop d'argent, ils ne vont pas te payer, ils vont penser que tu es un crosseur. Fait que moi, c'est plus ça. C'est pas tant, mettons, c'est pas à cause que genre j'ai écouté Selling Sunset, puis là, je me dis « Oh my God, ça doit être donc bien nice de faire de l'argent en immobilier. » C'est pas pour ça. C'est juste pour le fait de comme, s'il y a quelqu'un qui a une passion, tu sais, j'ai des amis qui ont des passions pour les montres ou pour tu sais, l'argent, ils vont pas t'enterrer avec. Fait que, tu sais, oui, à un certain point, il faut que tu sois intelligent avec, mais aussi, moi, de reconnaître un entrepreneur qui est fier de ce qu'il fait, puis s'en cache pas, pour moi, ça, c'est important. Là, c'est sûr que si tu débarques dans ton gros char, puis que, tu sais, c'est comme, t'es chanceux, tu sais, je suis chanceux de faire affaire avec toi, probablement que le rendez-vous d'inscription ne durera pas très longtemps, là, tu sais. Mais je reviens aussi au fait que tu as dit j'ai des amis, puis je pense que ça, c'est, tu sais, je sais qu'on a quelqu'un qui est là qui
tous les spécialistes hypothécaires sont dans ce problème-là, qui disent si je veux mettre ma maison en vente, qui je demande, parce que mes clients, ce sont tous des courtiers. Alors, des fois, ça peut être problématique. Mais une des choses que je trouve au Québec, puis on regarde souvent dans d'autres nationalités qu'on dit ils s'entraident eux autres, puis moi, j'ai toujours trouvé ça plate que, justement, des fois, je trouve qu'on ne soutient pas assez, des fois, les Québécois. Je sais pas si... qu'on s'entraide pas assez. Puis, tu sais, il me semble que... Tu sais, moi, je vois quelqu'un qui dit... tu sais, justement, quelqu'un qui me connaît, ou dans ma famille, ou quelqu'un de proche, puis qui va prendre un autre courtier, comme si moi, j'avais pas... Moi, j'ai assez d'argent, je n'ai pas de besoin. Vraiment, comment tu sais que je n'ai pas de besoin? Puis, deuxièmement, pourquoi tu m'encourages? Pourquoi tu veux pas que j'aie moi du succès, mais tu veux que quelqu'un d'autre ait du succès que tu connais pas? Moi, j'avais vu de quoi à un moment donné qui m'avait marqué, puis c'était genre, un client va devenir un ami plus facilement qu'un ami va devenir un client. Tu sais? Fait que moi, mais tu sais, moi, ce problème-là, je l'ai moins un peu parce que je trouve que c'est important le nombre de personnes que tu connais est limité, mais le nombre de personnes que tu connais pas est illimité. Fait que je pense qu'il faut baser sur notre business sur les gens qu'on connaît pas. C'est sûr que si tu commences en immobilier, ta tante t'encourage, ton cousin t'encourage, etc., ça se peut que tu aies une première année. Si on le voit beaucoup, mettons, dans certains marchés où, mettons, le marché des produits financiers, ben là, il y a beaucoup de gens qui vont commencer là-dedans. Ils vont prendre les placements un petit peu à gauche, à droite, leur marché naturel, puis après ça, ils sont pas capables de faire leur deuxième année. Fait que moi, je dis tout le temps au monde, quand tu commences, focus. Si la personne elle t'a choisi puis elle te connaissait pas, c'est signe que tu vas apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Oui, les meetings, ils vont être plus tough un peu, tu sais, mais tu vas devenir plus rapidement qualifié dans ton marché en focusant 100% ton attention sur les gens que tu connais pas. Après ça me fait chier si je vois un de mes amis listé avec quelqu'un d'autre, oui, mais moi, je reviens tout le temps ça du côté de, ben comment ça se fait qu'il n'a pas pensé à moi? C'est de ma faute à moi et pas l'inverse, tu sais. Puis des fois aussi, il y a des fois aussi, c'est de ma faute à moi. Comment ça se fait qu'il pensait, tu sais, j'ai un de mes amis, mettons, je sais pas, là, je suis pas allé à sa fête cette année parce que il est arrivé des affaires. Puis là, après ça, il a listé genre, son affaire avec un autre courtier qui était là à sa fête. Je me dis, ben, Colin, je niaise, mais tu sais, mais c'est pas totalement faux. Tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Puis tu sais, tantôt, tu me disais, ben là, dans toute la vague, mettons que j'étais spécialiste hypothécaire, on va dire. OK? Puis justement, j'aurais à faire le choix. Ben, probablement, tu sais, que je prendrais celui qui est le plus haut dans mes conversations de message texte. Ben, pas nécessairement, celui qui me réfère le plus, mais celui avec lequel... Ou celui qui est plus près. Ouais, puis tu sais, j'avais une discussion aussi avec un courtier que j'aime beaucoup qui s'appelle Kyle Chapcott, Lacoste Chapcott, puis lui m'avait dit « People like to shop with friends ». Puis je pense que c'est vrai aussi, je pense que les gens ils aiment ça, faire affaire avec un ami. Mais là, toi, ta job de courtier, c'est de faire en sorte que lui, il te voit. Ouais, c'est ça, il te voit comme un ami. Fait que, tu sais, j'avais trouvé que c'était un super bon advice. Fait que, je sais, je prendrais celui avec qui j'ai eu le meilleur feeling, là, tu sais, mais compétence en premier. Parce que chumé, on peut aller prendre un verre avec n'importe qui, tu sais, puis c'est comme... Ah, c'est ça. Mais te confier ma maison puis te donner 25, 30, 40 000 de commission, ça, c'est une autre histoire. Un jour, tu vas engager un courtier. C'est quoi tu vas chercher chez un courtier? Hey, bonne question, là. Encore une fois, je pense de donner la chance à quelqu'un. Là, je prendrais peut-être pas je prendrais quelqu'un qui est compétent et qui est up and coming plus que le plus gros. Mais si le plus gros, il me montre qu'il y a quelque chose de cool. Mais tu sais, souvent, le plus gros, il n'a pas nécessairement autant de temps de s'occuper de toi personnellement que quelqu'un qui est up and coming peut le faire. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Sauf que le plus gros, il peut t'amener un bagage en masse. Ouais, mais si l'autre, il met 10 fois plus d'efforts, même si la compétence est moins élevée, il y a 70% de la compétence de l'autre, mais il met 10 fois l'effort. Ça va venir au même. Yang, merci beaucoup d'être venu nous visiter. On gagne à te connaître. On te souhaite la meilleure des chances dans le marché immobilier comme courtier. Je suis certain que tu vas pouvoir nous donner, François et moi, des conseils en marketing. Merci beaucoup, François, d'être là encore une fois. Merci, ça fait plaisir. Un vrai chum avant tout, mais un bon acolyte pour cuisiner nos invités. Merci bien, puis merci Yang, ça me fait plaisir de, oui, c'était cool. te revoir. Comme tu as dit, on avait passé du temps ensemble un peu avant la COVID. Là, puis là, ça faisait un bout qu'on s'était pas revu, fait que c'était super le fun de reconnecter avec toi. Merci, yes. Fantastique. Good. Cet épisode a été rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et Osvalet. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du Ring immobilier.